Hello, hello. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce super webinaire aux côtés de Pierre Gobille. Aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir et on était ravis aussi de partager ces quelques images qui, pour certains d'entre vous, parce que j'ai vu passer quelques noms dans les participants, et pour toi aussi, Pierre, puisque San Francisco est une ville où tu as passé pas mal de temps et où on a eu la chance de te rencontrer et de travailler avec toi. Oui, est-ce que vous nous entendez? Non. Oui, c'est bon? Ok, super. Yes. Ok, bon, désolé, ça a été un peu saccadé. On est comme tout le monde confiné et visiblement, deux Zooms, deux ordinateurs, ça pose deux, trois petits soucis. On a voulu recevoir Pierre aujourd'hui, effectivement, non pas parce qu'on le connaît, mais surtout parce qu'on l'apprécie et parce qu'on a pu bénéficier de ses conseils quand on est allé dans la Silicon Valley se faire retoquer par le marché américain. Mais la chute avait été heureusement bien accompagnée par des conseils avisés de Pierre et de beaucoup d'autres qui faisaient partie de son réseau au sein de The Refiners. Aujourd'hui, Pierre se lance dans une aventure solo, 34 éléments, 34 elements, je ne sais pas si tu le dis à la française ou à l'anglaise, et il va venir nous en parler. Mais avant tout, Pierre, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître, s'il te plaît? Alors rapidement, parce que sinon ça va être saoulant. Donc, Pierre, donc moi je suis entrepreneur depuis toujours. J'ai monté 4 sociétés. Il y en a une qui est rentrée en bourse. Il y en a 2 que j'ai vendues. La 4e, c'est 34 éléments. Et je suis aussi général partner d'un fonds d'investissement qui s'appelle The Refiners, qui est toujours actif, en tout cas le fonds 1. Donc voilà mon pédigré. Donc je suis avant tout entrepreneur. J'ai été investisseur, donc j'ai une connaissance de l'investissement, mais je suis avant tout un entrepreneur. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'intéresse. Voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a pas très longtemps, on a eu l'immense bonheur de te recevoir lors d'une pitch battle, donc nos pitch battles. Et en fait, le soir où tu es venu, ça a été peut-être la seule fois où ça a été vraiment une battle, parce qu'il y avait vraiment il y avait du retour musclé et sans langue de bois et un peu à ton image cash. Et il y a un truc qui nous avait marqué ce soir-là, c'est que tu avais dit quasiment à tout le monde, c'est super, beau pitch, bel effort, mais en fait, vous me faites une super brochure produit. Et j'aimerais qu'on parte de là, parce que je pense que c'est un peu le constat que tu as fait au-delà de nos simples petits pitchs, de nos petites pitch battles, et qui te pousse aujourd'hui à te lancer dans l'aventure 34 éléments. Oui, enfin, moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est très compliqué, qu'on n'est pas forcément éduqué et formé à le devenir. Donc, on a juste l'envie de le faire et on vient tout de suite dans la zone de confort qui est le produit. Puisqu'en fait, quand on crée une boîte, on a une idée de produit, c'est le départ de tout finalement. Et donc, on se dit, je vais faire un produit. Et donc, la boîte devient le produit. Or, c'est un très, très mauvais départ, puisqu'en fait, une boîte n'est pas un produit. Une boîte, c'est des gens qui partagent une vision, des valeurs. C'est des gens qui veulent faire quelque chose ensemble pour faire évoluer un bout du monde. Et la conséquence de tout ça, c'est que finalement, on accouche d'un bon ou d'un mauvais produit. Mais ce n'est pas le produit qui détermine une entreprise, ce sont les gens. Et donc, effectivement, je pense que c'est plus facile de rester dans le produit parce que c'est la zone de confort, mais ce n'est pas comme ça qu'on crée une boîte. Et il y a des gens qui disaient très justement, il faut être amoureux du problème et pas de la solution. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire. Moi, j'ai coaché des centaines de startups et il n'y a pas de honte à aimer son produit, à travailler sur le produit. Il faut bien quelque part commencer quelque part. Mais je pense qu'il faut aider les gens à sortir de cet univers-là qui est un univers toxique. Parce que si on devient trop amoureux de son produit, on finit par ne plus écouter le marché. On finit par penser que tout le monde autour de soi ne comprend rien à ce qu'on fait et que c'est les autres qui sont cons et pas nous. Et on finit par finalement faire quelque chose qui ne sert plus à rien. Je vous rappelle une stat toute simple. CBR Insight qui a publié un truc, qui a fait une enquête sur 3000 startups dans le monde. La raison numéro 1 pour laquelle les startups se plantent, c'est qu'elles font un produit dont personne n'a rien à foutre. C'est 42% des startups. Donc c'est quand même choquant. Ça veut dire que et les gens qui font des startups ne sont pas des idiots, c'est plutôt des gens super smart pour la plupart. Et donc ça veut pas dire qu'ils sont idiots, ça veut dire qu'ils prennent le problème par le mauvais bout. Voilà. Et ça, c'est ma guerre depuis toujours. Ouais, tu disais que c'était une solution de facilité. On a tendance à aller vers ce qu'on connaît. Et donc, du coup, on a un réflexe finalement assez humain quand on prend cette posture-là. On a un réflexe humain et qui est un réflexe qui peut marcher parce qu'en fait, on se dit finalement, je fais un produit, je le lance sur le marché, je vais voir comment ça se passe et puis en fonction de comment ça se passe, je vais réagir, je vais m'adapter. C'est ça la stratégie basique de tout le monde. Et en fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Alors justement, tu me disais aussi que finalement, on apprend assez mal l'entrepreneuriat. Moi, j'étais parti du principe qu'on n'apprenait pas à devenir entrepreneur On de le façon devenait. assez académique, mais qu'on le devenait en marchant finalement. Mais tu m'as dit cette phrase, on apprend assez mal l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, l'écosystème français est un écosystème qui est un petit peu en retard. Moi, j'ai vécu 17 ans aux États-Unis, donc j'ai une empreinte américaine qui est dominante chez moi, et je vis avec. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la plupart une startup, c'est expérimental par nature. Ça veut dire que ce que les gens font dans les startups, personne ne l'a jamais fait avant. Et donc, chaque pas vers l'avant ou vers l'arrière n'a jamais été fait par personne. Donc, c'est totalement expérimental. L'intérêt de la Silicon Valley, c'est qu'il y a eu énormément d'expérimentation, plus que partout ailleurs, et que les gens qui ont expérimenté ont essayé de faire des recettes à partir de ces expérimentations et de dire, à partir d'expérimentations, on peut en tirer des axiomes ou des théorèmes, en tout cas des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, il existe énormément de choses qui ont été publiées par des gens hyper smart, qui sont des choses sur lesquelles on peut s'appuyer avec beaucoup de confiance. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça s'apprend, parce qu'aujourd'hui, on a quelques recettes de cuisine. Par exemple, si vous voulez créer une marketplace, ce n'est pas la peine de le faire avec rien. Il existe des documents extrêmement intéressants sur comment on fait une marketplace qui vont vous aider à réfléchir et qui vont vous aider à le faire comme il faut. On peut au moins apprendre des autres pourquoi ils se sont plantés. On ne va sûrement pas apprendre comment on peut réussir, mais on peut apprendre comment ils se sont plantés. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça peut s'apprendre aujourd'hui, parce qu'on a suffisamment de matière aujourd'hui pour avoir déjà un embryon d'apprentissage. En revanche, effectivement, c'est tout sauf une séquence, comme tu disais, une accumulation de briques dans un bon ordre. Alors ça, c'est un truc contre lequel je me bats. Une fois, j'avais vu la BPI, s'il y a des gens de la BPI, ben, c'est pas grave, qui avait sorti un truc qui disait comment on sort une startup. Et donc, il y avait l'étape A, puis après, une fois qu'on a fait la A, on fait la B, puis quand on a fait la B, on fait la C, et la C, on fait la D. Ça, c'est absolument horrible. Ça ne marche pas du tout comme ça, une startup. Une startup, pour moi, c'est le Big Bang. C'est un gros machin, on allume un pétard, ça pète de partout, et on essaie de se débrouiller avec ça. Et donc, A nous amène à E, E nous ramène à A nous ramène à B, B nous ramène à D, D nous ramène à C. Et il faut s'adapter, et c'est comme ça que ça marche. Et il n'y a pas de séquence, il y a des expérimentations, il y a des apprentissages, et il y a des adaptations. Une boîte, une startup, c'est plein de micro-pivots. On parle des gros pivots, mais il y a beaucoup de micro-pivots, de petits trucs qu'on fait qui fait qu'on va changer la startup quotidiennement, on va dire. Et donc, faire une séquence et avoir un truc qui dit ben, si tu fais A, tu pourras faire B, c'est profondément débile dans le contexte d'une startup. Ça ne l'est pas dans d'autres contextes. Si je crée une maison, ben oui, effectivement, je fais d'abord les fondations, puis je fais les murs, ça marche. Une startup, ça ne marche pas comme ça. Des fois, il faut commencer par la fenêtre pour après se dire est-ce que je fais les fondations. Et ça, c'est complètement c'est pas forcément facile à comprendre, mais c'est vraiment important. Oui, c'est contre-intuitif. On va venir un peu plus tard sur ce que tu vas faire toi. Tu m'as aussi dit un truc qui m'a interpellé. Tu m'as dit il y a beaucoup d'intelligence collective, mais très diffuse, et on s'en sert toujours trop tard, genre pour réparer les pots cassés. Alors ça, c'est un sujet qui m'a amené à monter 34 éléments Academy, qui est en fait le sujet suivant. C'est qu'en fait, quand les gens ont un problème, et on a tous des problèmes, parce qu'une startup, c'est que des problèmes, donc il n'y a pas de honte à avoir des problèmes. C'est la nature d'une startup. On se dit, bon, ben, je vais régler le problème. Donc j'ai un problème de growth, j'ai un problème d'adoption, j'ai un problème de peu importe. Je me dis, je vais régler le problème. Mon business plan n'est pas bon, je le change. Bon. Et le souci que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, le problème en question n'est pas forcément le problème à résoudre. C'est-à-dire, je m'explique, un problème, il doit être compris dans son contexte global. Quand vous allez chez le médecin et que vous avez mal au ventre, le médecin, vous arrivez en disant, médecin, j'ai mal au ventre. Il ne va pas vous dire, génial, tu as mal au ventre, voici la pilule bleue et tu n'auras plus mal au ventre. Ça ne marche pas comme ça. Il va vous dire, bon, mais pourquoi tu as mal au ventre? Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu fais des allergies? Etc. Et il va essayer de diagnostiquer la raison du mal au ventre, et peut-être que le mal au ventre n'a rien à voir avec le ventre. Peut-être que c'est autre chose qu'il faut soigner. Une startup, c'est la même chose. Donc, aller diagnostiquer un problème, c'est facile. Tout le monde peut dire la startup, elle déconne à tel et tel endroit. Ça, c'est pas dur. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour résoudre? Et la question de qu'est-ce qu'on fait pour résoudre, elle est compliquée parce que tout est lié. On peut avoir une mauvaise adoption parce qu'on est mal positionné par rapport à la concurrence, ou parce que le onboarding n'est pas bon, ou parce que le prix est trop cher, ou parce que le design du website n'est pas bon. J'en sais rien. Il y a plein de raisons. Et donc, il faut avoir une compréhension holistique de sa boîte, comme un médecin a une compréhension holistique d'un individu pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, on ne peut pas dire
J'ai un problème, je le résous, pour revenir sur la question. On peut comprendre les problèmes qu'on a, mais il faut comprendre lesquels il faut résoudre. Et donc, mettre à disposition des gens des recettes de cuisine pour résoudre un problème, c'est une première étape. Mais la vraie deuxième étape, c'est de dire, est-ce que je me dois de le résoudre? Exemple encore, si vous faites une boîte qui est dans l'AI et que vous êtes en pré-seed, oui, vous n'avez pas de revenus. Oui, c'est un problème. Non, il ne faut pas le résoudre. Ce n'est pas le moment. Il y a d'autres problèmes à résoudre avant. Et ça, c'est compliqué à comprendre. Et ce que je vais faire avec 34 Academy, c'est faire comprendre à tous les entrepreneurs tous ces éléments pour qu'eux puissent ensuite se dire, OK, en tout cas, j'ai conscience de ces éléments-là et j'ai conscience de comment je vais pouvoir les résoudre et dans quel ordre. Et ça m'amène à un dernier point que je voudrais aborder avec toi et après, je te relaisse la parole, c'est que j'ai horreur des gens qui donnent des conseils. C'est-à-dire qu'on ne donne pas de conseils à l'entrepreneur. C'est une insulte à l'entrepreneuriat. On écoute, on challenge, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai monté une académie pas pour dire comment il faut faire, parce que j'en suis bien incapable, mais pour aider les gens à raisonner. Je pense que si je vous aide à raisonner, c'est par votre propre raisonnement que vous allez trouver vos propres réponses. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous challenger intellectuellement pour que vous puissiez vous-même trouver vos propres réponses. Et si vous ne les trouvez pas, tant pis pour vous, j'y suis pour rien. Ce qu'il faut, c'est les trouver soi-même. C'est un peu du coaching, du coup. Ouais, je ne sais pas du tout. Ces termes-là, je sais pas trop ce que ça veut dire, et coaching et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de buzz sur le coaching, le mentoring, ça me saoule un peu. Moi, ce que je veux, c'est aider un entrepreneur à devenir meilleur. Ça me suffit comme thèse. J'en ai pas d'autres. Tu avais parlé du coup de conscience pour devenir lucide et pour être capable d'aller lever de l'argent. Est-ce que c'est le résumé qui colle? En fait, quand on crée une startup, la plupart des gens viennent me voir. Moi, je fais pas mal de travail pro bono avec plein de boîtes. Et ils me disent, Pierre, on veut lever de l'argent, aide-moi sur le deck. Bon, typiquement, ça me saoule. Parce qu'en fait, une boîte, ce n'est pas un deck. D'accord? Et en fait, ils font le deck, les gens, et après, ils le jettent en disant, c'est bon, j'ai levé de l'argent. Si le deck avait une valeur, il en a quelques-unes quand même, ça serait effectivement d'aider l'entrepreneur à réfléchir à autre chose que son produit. J'ai toujours dit, quand j'étais chez The Refiners, et je n'ai pas changé d'opinion, que lorsqu'on crée un deck, c'est aussi vivant qu'un produit. Autrement dit, lorsque vous avez par exemple dans le deck une go-to-market stratégie, prenons ça comme exemple, ce n'est pas parce qu'on l'a écrit qu'elle est terminée. Quand vous avez défini une cible client, ce n'est pas parce que vous l'avez écrit que vous la mettez dans un tiroir et qu'on n'en parle plus. Le client, il évolue, le marché, il évolue, le go-to-market, il évolue. Et donc, il est un exercice sain que de se reposer la question, comme on se pose la question sur le produit, de manière quotidienne, pour voir si on ne veut pas le changer. Donc, pour répondre à ta question, les gens viennent me voir en me disant « Je veux que tu mettes sur le deck parce que je veux lever de l'argent. » Et il y a deux problèmes que j'ai, c'est que le deck, ce n'est pas fait pour lever de l'argent, c'est fait pour réfléchir. Et deux, lever de l'argent n'est pas forcément la meilleure solution pour une startup. Lever de l'argent, tout le monde ne peut pas lever d'argent. Et pour autant, ce n'est pas une honte. Je pense que lever de l'argent, il y a d'autres méthodes. La meilleure, c'est le revenu, parce que ça coûte moins cher en dilution. La deuxième, c'est un prêt bancaire, parce que c'est aussi beaucoup moins cher en dilution. Et la troisième, c'est de lever l'argent avec un VC, qui est probablement la voie la plus difficile, mais qui, pour certains projets, est la voie obligatoire. Donc, je ne veux pas réduire l'entrepreneuriat à faisons un deck, levons du pognon, et puis on est bon. Ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est une équipe, c'est une vision. Et puis, éventuellement, on fait un deck et éventuellement, on lève de l'argent si besoin est. Mais ce n'est pas ça une entreprise. Une entreprise, c'est pas je me mets derrière ma table, je fais un deck, et je vais appeler un investisseur et c'est bon, je suis entrepreneur. Ça, ce n'est pas une entreprise. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. En tout cas, ce n'est pas ma définition. Alors, on va address the elephant in the room. Déjà, beaucoup de questions pour en lancer les hostilités sur ton biais américain. Est-ce que tu penses que le modèle que tu défends là est adaptable à nos startups franchouillardes ou pas? Ou est-ce que tu es plus ouvert à une posture, une mentalité US? Alors, pour qu'un écosystème fonctionne, il faut trois choses. Il faut des bons entrepreneurs, des bons investisseurs et des acheteurs qui achètent les startups. C'est la base. En France, qu'est-ce qu'on a? On a de très bons entrepreneurs qui sont smart, qui sont d'ailleurs aussi smart, sinon plus que ce que j'ai pu voir aux États-Unis, parce qu'on forme les gens correctement. Donc, on a des très bons entrepreneurs avec une tête bien faite. Pas de problème. On a des investisseurs qui sont un peu en retard sur ce que j'ai pu voir aux États-Unis, entre 5 et 10 ans. Il y a encore des choses à apprendre. On a quelques investisseurs qui sont très bons. On en a beaucoup qui ne sont pas très bons. On a beaucoup d'angels, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à réussir, qui veulent investir. Quelques-uns sont très bons, beaucoup sont très mauvais.
Et le problème que ça pose est le suivant. Le problème, c'est quand je suis entrepreneur, je veux lever de l'argent. Donc, je vais aller voir un investisseur ou un angel. S'il est bon, tout va bien, je ferai les choses qu'il faut faire. S'il est mauvais, l'investisseur va demander à l'entrepreneur de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, je le vois souvent en France. Du genre, il me faut telle métrique, il me faut tel revenu, etc. Et la boîte, elle n'a même pas fait un produit. Et là, je dis, oh là là, on arrête tout, vous êtes totalement dans un monde qui n'est pas le mien. Une startup, ce n'est pas un business plan avec une exécution séquentielle, avec le revenu le mois 1 et le mois 2. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse un tableur qui te plaît, je te le fais. Tu veux combien de revenus à 3 ans? Je te fais le tableur, je n'ai pas de problème. Mais ça reste de la science-fiction japonaise. Donc pour moi, le problème de l'écosystème français, ce n'est pas les entrepreneurs, c'est beaucoup plus les investisseurs, les gens qui demandent aux start-upers ce qu'il faut pour pouvoir investir, qui généralement sont dans mes canons américains ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et ensuite, on a un problème de M&A. On n'a pas de pure player à la Google, à la Facebook, capable d'acheter. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de liquidité sur le marché. Bon, ça, c'est le problème. Et l'autre problème du marché français qui est absolument fondamental, c'est que le marché est trop petit. Voilà. Et comme il est trop petit, on ne peut pas devenir énorme. On n'a pas de licorne en France, pas parce qu'on est des abrutis, on a des très bons entrepreneurs, je le redis, parce qu'on n'a pas de marché. Israël a une énorme chance, c'est comme ils n'ont pas de marché et que c'est évident, ils ont dit on n'a pas de marché. Donc on n'a pas le choix que d'aller sur le territoire américain ou chinois. Nous, on a un marché qui est en fait toxique parce qu'il est suffisamment gros pour croire qu'il est gros, mais en fait, il ne l'est pas. Voilà, donc c'est une longue réponse, mais c'est ça ma réponse. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond, je pense, partiellement à tout ça. Est-ce qu'on peut maintenant, avant de revenir à 2-3 autres questions, donc certaines personnes t'opposent le fait qu'il y a quand même quelques licornes en France, évidemment. Mais honnêtement, lesquelles? Il y a Criteo, il y a Blablacar. C'est en bourse, Criteo, maintenant. Il n'y a pas Vestiaire Collective, là, maintenant? Il y en a quelques-unes. Il n'y a pas une entreprise, on va dire mythique, comme on peut faire les Suédois avec Skype ou avec Spotify. On n'a pas ça en France aujourd'hui. Et pourtant, quand on regarde Dailymotion, etc., la techno qui avait été développée par les Français était meilleure que YouTube. Et en fait, on n'a pas réussi à faire de Dailymotion YouTube ce qu'il aurait dû être, en fait, comme Vimeo aurait dû être LinkedIn et compagnie, parce qu'il n'y a pas de marché. Donc, ce n'est pas qu'on est mauvais, encore une fois. Les gens qui ont fait ça étaient hyper bons. C'est qu'on n'a pas de marché. Et qu'après dire, parce que j'ai réussi sur le marché français, je vais aller en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, tu connais mon avis là-dessus, je pense que ça ne marche pas comme ça. Et c'est très dur à faire. Mais ce n'est pas qu'on a un problème, un déficit d'entrepreneurs. On a des super entrepreneurs. Mais on n'a pas de licorne pour moi. Alors justement, pour revenir à 34 éléments, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est? J'ai plein de questions. Et comment on peut faire pour rejoindre? Oui, je te coupe la parole tout le temps. Oui, je sais, tu veux parler qu'à Pierre. Okay. Ce que c'est en fait, j'ai voulu faire 3 choses. D'abord, je crois que l'éducation va être totalement disruptée. On est dans un monde où en fait, on apprend à l'école. À 25 ans, notamment en France, on sort avec un diplôme et tout le monde vous dit, même à 60 balais, tu as fait quoi comme école? Ce qui, moi, me scotche parce qu'on s'en fout. Et ensuite, et même à 40, les gens disent, tu te rends compte, j'ai fait HEC quand même. Je dis, ok, mais tu as fait HEC, mais tu as peut-être 30 années de conneries derrière toi, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Donc je m'en fous. Désolé pour tous ceux qu'on fait. Mais on commence par dire, j'apprends à l'école et ça détermine qui je suis à 25 ans, ce qui est absurde. Moi, j'ai bien envie d'apprendre l'astrophysique aujourd'hui. Pourquoi je ne pourrais pas? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas. C'est très difficile à faire. Donc, je pense que l'éducation va changer parce qu'en fait, on va passer d'un monde de salariés à un monde d'entrepreneurs. Ça veut dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a du savoir et qui exploite ce savoir sous forme de skill pour faire quelque chose avec. Or, si on est des knowledge workers, ce que je pense fondamentalement, on se doit d'améliorer le knowledge. Et on se doit de devenir meilleur. Moi, j'ai un conseil à vous donner. S'il y a un truc à retenir de ce super binaire, c'est passer 1 heure de votre temps, tous les jours, à apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous faites. Allez sur LinkedIn, allez sur YouTube, allez sur ce que vous voulez, lisez un article, un blog, un podcast, apprenez quelque chose tous les jours. Parce que plus vous devenez knowledgeable, meilleur vous êtes. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, la façon dont on va transmettre le knowledge va changer. Ça ne va plus être du tout un truc… tu vois, je pense que les universités sont à terme foutues. Moi, c'est mon opinion. Je pense que ça va totalement changer. Donc moi, ce que je veux inventer, c'est une nouvelle façon d'apprendre. Alors, il y aura des sujets très, très, très précis parce que les gens vont être hyper pointus sur les sujets. Alors moi, mon sujet à moi, c'est la strat. C'est-à-dire, je pense que les startups sont très bonnes, les CEO sont des très bons product managers. Ils ont oublié la strat et la strat, c'est noble.
Et donc, je veux réintroduire la strat dans les startups. Donc, c'est mon sujet, c'est mon truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une académie qui s'appuie sur 3 trucs. Un, elle s'appuie sur un logiciel, parce que je n'ai pas envie de faire ça de manière désordonnée et déstructurée. Donc, j'ai réfléchi à un framework, à une méthode qui me permet en fait d'organiser la façon dont je veux rendre les entrepreneurs stratégiques. 2, c'est fait en cohorte, parce que je suis convaincu qu'on apprend en écoutant les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la poutre que tu as dans l'œil, tu ne la vois pas, mais tu vois le petit truc qui est dans l'œil de l'autre. Et regarder l'autre te permet de voir ta poutre à toi-même. Et donc, je pense que c'est vachement bien d'écouter les autres et de se dire « Merde, je ne suis pas aussi bon que ce qu'il vient de faire ou que ce qu'elle vient de faire. » Donc, ça, on prend conscience des choses aussi en écoutant les autres. Donc ça, je pense que c'est important. Et deuxième et troisième point sur l'académie, je pense qu'on apprend en faisant. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas en écoutant. L'écoute, c'est bien, les masterclass, c'est sympa, mais on se sent un peu moins débile à la fin, mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend en faisant. Donc, l'académie, c'est de dire aux gens, on va prendre des sujets, on va travailler dessus, et après, j'attends une restitution du travail présentée à des gens qui vont vous donner une opinion de leur perception de votre travail. Pour qu'en fait, l'outcome de tout ça, ça soit rendre l'entrepreneur lucide sur ses forces et faiblesses. C'est vachement important quand on a une entreprise de savoir là où on est bon et là où on est moins bon et ce qu'il faut corriger. Et si j'ai réussi à faire ça en cette semaine, bah c'est génial parce que ça permettra à des entrepreneurs de se dire « Ok, là j'ai une vraie force que je n'avais peut-être pas vue. Là j'ai une vraie faiblesse que je n'avais peut-être pas vue. Mais cette faiblesse, ce n'est pas celle-là qu'il faut que je corrige, c'est celle-là, celle-là et celle-là. » Et c'est ça l'objet de l'académie, c'est de faire toucher aux gens tout cet univers-là pour qu'ils soient lucides sur eux-mêmes. Et avec la lucidité, on sait faire des choses. Oui, tu disais, de la lucidité naît la décision. Sachant qu'on ne prend pas une décision quand on est seul à la tête d'une startup, comme on la prend quand on a un corpo. Tu faisais référence en cela à la capacité qu'on a d'avoir accès à la bonne data. Est-ce que tu peux étayer ce point de vue? Oui, le souci d'un entrepreneur, enfin, c'est la vie d'un entrepreneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la vie d'un entrepreneur, pour moi, si passionnante et pour d'autres, si terrible. C'est qu'en fait, on n'a que 20% de la donnée pour prendre une décision. Un corporate, il a 90% de la donnée pour prendre une décision. C'est ceinture et bretelles. C'est j'ai 90% de la donnée, donc je peux prendre la décision. Personne ne me sera gré de ma décision parce que j'ai la data pour la prendre. Un entrepreneur, il ne l'a pas. J'ai toujours dit qu'un CEO, c'est quelqu'un qui décide pour savoir. Il ne décide pas parce qu'il sait, il décide pour savoir. Il a 2 options, A ou B. Il n'a aucune idée si A est la bonne ou si B est la bonne, et c'est normal. Et il décide d'aller vers A ou vers B pour savoir si c'est la bonne voie ou pas. C'est ça un CEO. C'est d'avoir le courage de décider pour savoir. Et qu'au fur et à mesure, on acquiert de la donnée. Moi, ce que je veux faire avec l'académie, c'est donner, je ne veux pas dire ça comme ça ne va pas le faire, c'est approprier aux entrepreneurs de la donnée supplémentaire pour qu'ils puissent prendre des décisions un peu plus éclairées, un peu moins dans le noir. Rassurez-vous, vous resterez dans le noir parce qu'une entreprise, c'est ça, en tout cas au départ. Mais si je peux en tout cas amener un petit peu de lumière et passer de 20% à 25% ou 30%, eh bien les décisions prises seront meilleures. Et tout le monde peut participer parce que pour pouvoir faire de la strat, pour pouvoir produire des choses, il faut quand même avoir un business un peu avancé. Est-ce qu'il faut déjà des clients ou est-ce qu'il faut déjà un produit? Qu'est-ce que tu attends des entrepreneurs en fait, qui vont rejoindre cette académie en termes de steps d'évolution? Alors pour moi, ça cible tout le monde. Je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas limité à des gens qui font de l'AI ou des trucs compliqués. Ça peut être aussi une entreprise, on va dire, plus simple et plus tradie, qui a forcément les mêmes rouages qu'une entreprise. Une entreprise, c'est quand même assez simple. Il y a un business plan, il y a des clients, il y a un marché, il y a un go-to-market, il y a tout ça. C'est assez commun à tout le monde. Maintenant, moi, ma compétence, c'est dans la tech, évidemment, puisque j'ai travaillé dans la tech depuis très longtemps. Donc, ma cible à moi, ce sont des gens qui sont entre 1 an et 4 ans d'existence, donc on va dire précis jusqu'à la série A, qui ont une équipe et qui ont une technologie. Alors, je m'explique. Une boîte, c'est quoi pour moi? C'est une idée, d'abord. Une idée, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que tout le monde a une idée sur la douche le matin et ça ne vaut pas grand-chose. Mais par contre, avec une idée médiocre, on crée une équipe. Et ça a une énorme valeur. Et l'équipe, c'est les gens qui vont dire, on prend cette idée, on en fait quelque chose. Donc ça, pour moi, ça a une énorme valeur. Une fois qu'on a une idée, on crée une techno. C'est-à-dire qu'on va commencer à exécuter sur l'idée avec l'équipe pour créer une technologie. De cette technologie, on crée un produit. On productise une technologie pour en faire un produit. Ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, on met un truc sur le marché, il y a du onboarding, il y a un tas de trucs, c'est compliqué un produit. Et d'un produit, quand tout va bien, on fait une marque.
Bon. Moi, je cherche des gens qui ont formé une équipe et qui ont commencé à exécuter avec une technologie. S'ils n'ont pas de clients, ce n'est pas grave, mais je veux qu'ils aient commencé à exécuter pour qu'on puisse discuter de choses réelles. Parce que je ne suis pas dans l'idéation, je ne suis pas très bon là-dedans d'ailleurs, je suis même très mauvais. Donc, ce n'est pas du tout ma came, moi, d'aller aider les gens à avoir la bonne idée. Moi, c'est ma came d'aller dire aux gens, je comprends ce que tu veux exécuter, je vais te faire réfléchir dessus pour t'aider, en tout cas, à solidifier tout ça et à y donner de la substance. Voilà, c'est ça ma réponse. Donc, entre 1 an et 4 ans. OK. L'objectif de la lucidité, il est clair, mais concrètement, tu les fais passer par quel chemin, sans donner toute ta secret sauce, évidemment? Il n'y a pas de secret sauce parce que je pense pas. Moi, mon chemin, c'est simple. Mon chemin, c'est de faire réfléchir les gens. J'ai pris le temps d'essayer de rendre l'intelligence collective digeste. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un framework et un logiciel d'ailleurs et un outil de diagnostic qui permet d'avoir une certaine lucidité. Donc, en fait, on va commencer dans l'académie, on commence par des choses, on va dire plutôt simples, mais qui forcément ne le sont pas forcément. Par exemple, on commence par, la première question que je vais poser aux gens et sur laquelle ils vont devoir se déterminer, c'est pourquoi tu fais ça? Alors, ça paraît une question super facile, mais elle ne l'est pas forcément. Et les réponses sont importantes. Et après, ça va être quelle est ta vision, d'accord? Et qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien à quel point c'est formateur. On avait une boîte qui vient de se vendre, qui s'appelait Lelio chez The Refiners. On les a choisis, ils étaient tout petits. Quand je dis tout petits, ils n'avaient même pas créé la boîte. Okay, et ils sont venus et ils voulaient développer, parce que c'est des polytechniciens, de l'AI pour apprendre les gamins la lecture. Alors, ça paraît être un truc simple, il y a un vrai problème en France et dans le monde. 20% des enfants qui passent en 6e ne savent pas lire. Donc, c'est un énorme problème. Si on ne sait pas lire, on ne fait pas de maths, on ne fait rien. Et donc, ils m'ont dit, ben voilà, on va faire de l'AI pour essayer de comprendre comment les enfants apprennent la lecture et les aider à apprendre la lecture. C'était ça la raison pour laquelle ils faisaient ça. Ils avaient une vraie raison, c'est que, bref, je ne vais pas là-dedans tout de suite. Et avec The Refiners, au bout de 2 mois, on a changé le purpose, qui n'était pas de faire de l'AI pour apprendre la lecture, c'était éradiquer l'illettrisme. Alors, c'est la même chose, mais c'est beaucoup plus inspirant. Et quand on dit à des gens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je veux éradiquer l'illettrisme. Du coup, les gens ont envie de vous aider. Du coup, on se sent investi d'une mission qui est quand même géniale. Et du coup, ben, on a des ailes, du coup, on sait où on va, du coup, on sait à quoi on peut dire oui, à quoi on peut dire non, etc., etc. Et donc, définir une vision avec beaucoup de clarté, ça prend du temps. Mais une fois qu'on l'a, c'est génial. Moi, j'ai un copain qui est un ancien EVP chez HP, qui est HP Invent, c'est lui qui l'a fait. Qui est un Anglais, qui est un mec brillantissime, avec qui je discutais il y a 2 jours. Et il me disait, tu n'as pas idée du nombre de boîtes très développées qui ne savent pas pourquoi ils existent. Quand tu leur dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ils ne savent même pas répondre. Et je pense que ça commence là. Donc, dans l'académie, on commence là. On se pose cette question-là. Après, on se pose des questions sur quel est le problème que tu résous et quel est ton niveau d'ambition. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir d'ambition, mais il faut le dire, il faut le comprendre. Après, on se pose des questions sur l'équipe. Quels sont les rôles des gens? Quels sont leurs skills? Quelle est la culture de l'entreprise que vous voulez avoir? Parce que c'est vachement important, la culture d'entreprise. C'est ce qui permet d'embaucher, par exemple. Après, on se pose des questions sur le marché. Est-ce que c'est un gros, un petit, un moyen marché? C'est quoi la cible? Comment tu vas adresser ce marché avec tes petites mains parce que vous êtes tout petit? Donc, il y a plein de questions qu'on se pose. Et en fait, j'essaie de faire réfléchir tout le monde sur toutes ces questions. Il y en a 34. J'ai en fait délimité tout ça à 34 éléments qui sont, par exemple, quand on crée une boîte, on a des éléments de mesure, on a des hypothèses sur lesquelles on se fonde au départ en disant « mon hypothèse, c'est ça ». Est-ce que vous savez comment on fait pour créer une hypothèse et pour la dérisquer? Ça, on va le regarder. Pour moi, une hypothèse, ça a une structure, d'accord? Il y en a qui sont plus risqués que d'autres. Moi, quand j'ai créé 34 éléments, ma première hypothèse, c'était que je pouvais diagnostiquer une start-up de manière automatique. Si ça ne marchait pas, tout ce que je vous raconte, on ne l'aurait pas fait aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est mon hypothèse la plus risquée. Donc, j'ai créé un algorithme, il n'y avait pas de product. J'ai pris des boîtes. Pachou le sait parce qu'elle m'a aidé. On avait pris 20 boîtes de la région de Aix. Comme elle travaillait au camp, elle m'avait aidé à le faire. Et j'avais dit, ben voilà, aidez-moi à voir si mon diagnostic, il est bon ou pas. Et donc, les gens étaient venus. On avait fait tourner l'algorithme. Et à la fin, je leur disais, voilà ce que dit l'algorithme. Qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai dérisqué petit à petit mon algorithme. Je l'ai fait passer maintenant au filtre de 150 sociétés. Maintenant, il marche. C'était ma première hypothèse. Après, j'en avais une autre, qui était par exemple que l'algorithme allait donner un diagnostic utile aux entrepreneurs. Mais là, je me suis planté. C'est-à-dire que l'algorithme donnait un bon diagnostic, mais qui était terrible.
Puisqu'en fait, une startup, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et donc, je disais à tous les entrepreneurs, c'est super, tu as le cancer. Bah, les gens me disaient, ouais, c'est génial, mais c'est pas cool comme notion. Et donc, en fait, j'ai fait un pivot du diagnostic vers la pédagogie, parce que j'ai appris ça en faisant ça. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut, c'est que le diagnostic est bon, mais il faut le faire digérer. Et le seul moyen de le rendre digeste, c'est via la pédagogie, d'où l'académie. Donc, en fait, c'est ça que je fais. J'arrête là, mais c'est ça que je fais. Alors, on va ouvrir le bal des questions parce que déjà, c'est très bien expliqué, donc merci beaucoup. Et j'ai des questions que je vais demander aux gens, même peut-être de dire plutôt que de les lire. Carrément. Olivier Mermet qui nous pose une question. Olivier, est-ce que tu veux nous poser ta question, s'il te plaît? Yes. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Pierre, quand tu me parlais d'investir dans des boîtes qui ont une technologie, je me demandais comment est-ce que tu allais définir précisément technologie. Est-ce que tu parles d'une techno qui est propriétaire? Donc, est-ce qu'on parle d'un truc from scratch avec énormément de R&D, etc. Ou simplement une idée sur laquelle on applique des technos existantes pour créer un produit? Alors, c'est l'espèce de différence. Est-ce que vraiment il faut être à fond sur une tech, se dire on va créer par exemple une IA, par exemple un nouveau framework de paiement, etc. Ou est-ce que si j'ai une idée et que j'ai toutes les clés en main, j'ai toutes les briques, j'ai Stripe quelque part, j'ai React d'un autre côté, je peux créer une plateforme. Est-ce que c'est ça que tu appelles la technologie? Alors d'abord, je n'investis pas. Donc j'ai un lien, si tu veux, qui est particulier vis-à-vis des gens qui vont travailler avec moi. C'est que moi, je veux juste les aider à devenir meilleurs. Il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, donc ça peut être un petit projet local qui me plaît, j'ai envie d'aider, je le fais. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, la tech, il faut… ça dépend du projet. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de tech que tu peux leverager, tout simplement. Moi, j'ai fait mon logiciel 34 éléments, je n'ai rien réinventé. J'ai repris des choses qui existent et j'en ai fait un produit. Je ne dirais pas que c'est de la tech. Tu vois, la tech, c'est un mot qui est usurpé. Si demain, tu me dis, je fais une pilule contre la leucémie, je vais te dire, OK, tu fais de la tech. Si tu fais un site web avec une marketplace, tu ne fais pas de la tech. Voilà, c'est mon opinion. Donc, il faut remettre l'église au milieu du village sur la tech. Mais moi, ce qui est important, ce n'est pas que tu fasses de la tech ou pas de la tech, c'est que tu fasses quelque chose qui ait un sens, qui résout un problème quelque part et qui un peu change le monde. C'est ça qui m'intéresse. Et ça peut ne pas être de la tech, je m'en fous que ce soit de la tech. Si tu veux, la tech, on est un peu dans cette espèce de buzz malsain de dire il faut faire de la tech, de la tech, de la tech, de la tech. Non, il faut faire des choses qui ont un sens. Voilà. Et il y a des gens qui font des trucs qui ne sont pas technologiques et qui ont un sens et que j'ai envie d'aider. Voilà. Par contre, très clairement, si tu peux réexploiter des choses qui existent, ne réinvente pas la poudre. Moi, quand je fais un site web, je regarde ce qu'ont fait les gens. Et ce qui est bien, je dis, c'est génial ce qu'ils ont fait, je le pique. C'est normal. Tu vois, il ne faut pas réinventer la poudre. Donc, il faut piquer les bonnes idées où elles sont. Les gens, ils ont réfléchi à des trucs géniaux. Je ne vais pas réinventer comment faire un signing sur un téléphone. Tu vois, ça a été fait. Donc, ça, c'est un sujet un peu touchy en France, ça. Ouais, ça, franchement. Copycat. Ok, j'arrête. Mais pour moi, l'idée de dire, il y a des choses qui ont été inventées qui sont vraiment bien faites, autant s'en inspirer. Voilà, c'est génial. On avance. Plus on avance ensemble vers le haut, plus l'écosystème monte vers le haut. Donc, moi, j'ai intérêt à vous monter en compétences. Vous avez intérêt à me monter en compétences. Comme ça, notre écosystème sera meilleur. Et donc, s'il y a un site web qui est génial, qui a inventé un truc génial et que je le pique, tant mieux. Et je le fais d'ailleurs, je m'en fous. Taïeb avait une question sur les principales raisons qui nous poussent à lever de l'argent. Taïeb, tu es là? Il est peut-être parti. Sa question c'était quelles sont les principales raisons qui devraient pousser une startup à lever pour une boîte qui fait un SaaS, par exemple? Alors, ce n'est pas lié du tout au domaine. Hein. C'est quoi lever de l'argent? C'est bien très simple, c'est monter des marches. C'est-à-dire que quand on crée une boîte, je l'avais dit tout à l'heure, on a des hypothèses qui sont des niveaux de risque, d'accord, et qu'on doit dérisquer petit à petit. Elon Musk, il va aller sur Mars. Il va pas lever de l'argent pour faire une fusée qui va directement sur Mars. Il va lever de l'argent pour commencer à créer un propulseur. Après, il va créer un propulseur qui est capable de lancer. Après, qu'il est capable de faire revenir sur Terre. Après, qu'il peut lancer un truc plus lourd. Après, qu'il peut lancer un truc plus loin, etc., etc. Donc, en fait, une start-up, c'est ça. C'est qu'on dérisque des choses petit à petit. Et donc, on monte des marches. Le pré-seed, c'est la première marche. Le seed, c'est la deuxième marche. La plus dure, c'est de passer du seed à la série A. Il n'y a que 15% des boîtes qui passent du seed à la série A. Après, on a la série B, la série C, etc. Donc, c'est ça. Toutes les boîtes, écoutez-moi bien, qui ont levé des fonds de manière massive, je pense par exemple à Magic Leap, qui a levé 1 milliard, Webvan, qui a levé 1 milliard. Tous ces trucs-là n'ont jamais marché. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de monter les marches.
Ils ont voulu sauter 4 marches à la fois. Et ça ne marche pas comme ça, une startup. Une startup, c'est d'abord la première marche. C'est pour ça qu'il y a des stages et des levées de fonds. Donc, ça, c'est la première réponse. Il faut lever de l'argent pour monter des marches. Et donc, n'allez pas monter une trop grosse marche. Montez une marche à 18 mois, à 12 mois. Ça suffit, c'est déjà suffisant. Ensuite, pour monter des marches, il n'est pas forcément utile de lever de l'argent. Aujourd'hui, créer une boîte, ça ne coûte rien. Moi, j'ai monté 34 éléments avec quelques sous qui viennent de ma poche. J'ai fait appel à des Argentins qui m'ont aidé à développer le produit. Et voilà, je n'ai pas besoin de lever $1 million pour tester mon idée sur 34 éléments aujourd'hui. Donc, il y a des cas où on n'a pas besoin. Aujourd'hui, monter une boîte, ce n'est pas cher. Aller sur Amazon, ce n'est pas cher. De faire développer un petit truc, ce n'est pas cher. Et donc, on est capable de bootstrapper et d'amener assez loin sa boîte. Et c'est que quand on est à un moment où on est conscient, où on sait qu'on peut prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, et qu'on sait le dépenser intelligemment, pas n'importe comment, que là, on lève de l'argent pour aller dérisquer un truc plus compliqué. Mais c'est en ce sens-là qu'il faut lever de l'argent. Mais une boîte, ce n'est pas lever de l'argent. Une boîte, c'est faire des produits avec des gens qui l'utilisent pour changer le monde. Juste, Pierre, pour ceux qui ne connaissent pas le mot bootstrapper, peut-être. Bootstrapper, c'est le faire tout seul avec ses petites mains et son portefeuille. Et sans dépenser d'argent, donc en allant prendre des choses qui existent déjà, potentiellement. Voilà, bootstrapper, c'est le faire sans l'argent des autres. Ou de faire des Lego avec différentes choses. Et on est capable de faire beaucoup de choses sans faire de produits. Encore une fois. Exactement. Il y a toujours un conseil que je donne aux entrepreneurs qui est le suivant, d'ailleurs c'est dans l'académie, c'est un exercice. Quand on fait un produit, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, je vais faire un produit, je vais le montrer à un client. Donc, moi, Pierre, j'ai fait un produit et je vous vois tous. Je vous dis, les gars, je vais vous montrer 34 éléments. Je vais vous montrer le truc. J'ai passé 9 mois de ma vie à faire ça et je vous montre le truc avec beaucoup d'enthousiasme. Vous n'allez pas me dire, c'est une grosse merde ton truc. Parce que ce n'est pas humain de le dire. Vous allez me dire, c'est pas mal, etc. Mais vous n'allez pas me donner le bon feedback. Or, si je viens vous voir en vous disant, voilà, je n'ai rien fait pour l'instant, même si je mens. Je pense à faire ça. Voilà comment ça pourrait se présenter. Voilà comment ça pourrait marcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, du coup, émotionnellement, intellectuellement, j'ouvre votre esprit pour que vous puissiez me donner un feedback qui me soit utile. Vous allez me dire, écoute Pierre, le fais pas, franchement, j'ai déjà vu ça, ça ne marchera jamais pour telle et telle raison. Et du coup, vous allez me rendre service. Donc, moi, je pense qu'un produit, il ne faut pas le développer pour le tester. Il faut le tester avant de le développer. Et ça, ce que je viens de vous dire là, ça ne coûte rien. Et alors, moi, j'entendais en discutant avec Ash Maurya, qui est celui qui a écrit qui a modélisé la méthode Lean Startup, il dit maintenant, il faut commencer sans produit. Débrouillez-vous sans produit, sans imaginer quoi que ce soit, et allez chercher vos premiers clients à la main, mais au ram, pour prouver que ça marche avant même d'imaginer une landing page. Ça dépend des trucs, encore une fois. Si tu veux, si tu as, par exemple, tu fais de la technologie pure et brutale, tu fais de l'AI ou des choses comme ça, la reconnaissance d'image ou je ne sais pas, peu importe. Là, tu es quand même dans une phase où tu vas devoir dérisquer la faisabilité technologique. Okay. En fait, quand tu réfléchis à une boîte, c'est quoi qu'il faut trouver? Il faut trouver un problème à résoudre que les clients veulent résoudre, pour lesquels ils sont prêts à payer et que vous êtes capable de développer. C'est ça une boîte, hein, ni plus ni moins. Donc, quand on commence avec de la grande technologie, des trucs compliqués, on commence à se poser la question, est-ce que je peux le développer? Et là, c'est la première étape. Donc, tu vois, pour répondre à toi, Élodie, tu peux avoir des moments où tu fais des embryons de tech pour savoir si ton idée techno, elle est viable. Ouais. Par contre, si tu fais une marketplace, la faisabilité technique, on s'en fout. Ouais, mais là, tu peux le faire avant de monter ta boîte, parce que souvent, on me dit, oui, il faut que je dépose les statuts, que je m'associe, mais dérisquer ton projet technologiquement, finalement, c'est un peu de la R&D que tu fais même en amont. Moi, 34 éléments, j'ai monté la boîte il y a 1 semaine. Ça fait 9 mois que je bosse dessus. Voilà, donc, voilà, enfin, si un entrepreneur se pose la question, oh my God, il faut que je monte une boîte, ça va être compliqué, etc., faites pas ce métier. Hein. Le plus dur, c'est d'avoir des clients. Hein. C'est pas de monter une boîte. Hein. Si les gens disent en France, oh là là, le merdier, il y a trop de papiers, etc., faites autre chose. Hein. Mais faites pas entrepreneur, parce qu'en France, monter une boîte, c'est pas dur. C'est pas ça qui est dur. C'est pas de faire la compta et de faire un BP, ça, on s'en fout. Monter une boîte, ce qui est dur, c'est de trouver des clients. De faire un produit et de trouver des clients. Ce qu'il faut, c'est, alors certes, c'est dur, etc., mais c'est pas dur forcément, enfin, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as une vision, quand tu t'accroches à un projet qui potentiellement change le monde, comme éradiquer l'illettrisme dans le monde, tu n'as pas l'impression de te lever le matin en bossant et tu n'as pas l'impression que chaque épreuve que tu passes est difficile. Mais c'est plutôt tous les jours, tu as des nouveaux challenges. Tous les jours, il faut s'adapter à ces nouveaux challenges, y répondre, être créatif, non, mais en tout cas, être suffisamment agile pour y répondre.
Moi, enfin, tu le sais, avec Nash, on a vécu des hauts et des très, très bas. Il n'y a jamais aucun moment où on a eu l'impression que c'était dur. Ouais, il y a des moments qui étaient moins drôles, mais ça ne nous a jamais dégoûté de continuer et de reprendre et de repartir. Parce que tu as le profil psychologique. Je pense que c'est un truc important. Il y a beaucoup de détresse psychologique chez les entrepreneurs dans le monde aujourd'hui, des gens qui vont jusqu'au suicide. Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est-à-dire c'est capable de prendre la haute et la basse tension avec la même acuité. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre la bonne nouvelle sans se sentir les maîtres du monde ou la mauvaise nouvelle sans se sentir la plus grande merde du monde. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de dire quand ça va très bien, ça peut aller mal. Et quand ça va très mal, ça peut aller bien. C'est très dur. C'est une façon d'être qui est très, très particulière. Moi, j'ai ça, par exemple, c'est ma vie. Je suis capable de prendre la haute tension et la basse tension sans problème. Et je vis avec et je n'ai pas de problème. Il y a des gens qui sont beaucoup plus émotionnels par rapport à ça, qui le prennent de manière très personnelle et qui le vivent très mal. Si vous avez cette émotionnalité, si ça se dit, ne faites pas entrepreneur. Ça peut vous tuer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu mesures dans les 34 éléments ? Non, je ne suis pas psychologue. Moi, comme tu me connais, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je suis direct avec les gens. Non, mais en étant direct, tu peux détecter quand même la capacité à prendre des coups ou pas. Enfin, sachant que tu es assez cash, on en a pris quelques-uns des coups. Des fois, je leur dis, fais pas ça parce que tu vas être malheureux. Mais je pense que, encore une fois, dans la vie, il faut trouver un truc où on est quand même heureux. Je pense que la vie est trop courte. On ne fait pas des trucs pour… moi, je ne fais pas un truc pour me rendre célèbre, tout ça, je m'en fous. Moi, je fais un truc qui m'anime, qui me rend heureux. Si je peux aider un entrepreneur, moi, The Refiner, ça m'a fait kiffer parce qu'on a pris des boîtes de rien, on a fait des trucs géniaux avec. Et c'est vraiment extrêmement valorisant de voir des gens qui prennent un petit peu de ce qu'on a pu donner et d'en faire quelque chose. C'est super valorisant. Moi, c'est ça qui me fait lever le matin, quoi. Donc, il faut faire des choses qui vous font lever le matin, qui vous inspirent. Voilà. Moi, j'aime les gens. Si je n'aimais pas les gens, je ne ferais pas ce que je fais, quoi. Et voilà, et après, j'ai une capacité à prendre les hauts et les bas assez forte. Et j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai 25 ans. Je ne sais rien faire d'autre. Donc, moi, je corrige un peu. Tu aimes les entrepreneurs parce que tu n'aimes pas les gens, en fait. Il y a certaines personnes, ils ne passent pas un bon quart d'heure avec toi. Ils le savent vite, donc ce n'est pas gênant. Oui, parce que j'ai décidé il y a longtemps qu'en fait, je faisais un tri entre les gens que j'aime et que je n'aime pas. Parce que la vie, il faut pas les gens, ils le savent et je ne les vois pas et ça ne me gêne pas. Voilà. Et quand je les aime, ils le savent. Et c'est un choix. Je ne fais pas de concessions avec les gens et je ne sais pas les faire et je n'ai pas envie. Il y en a qui les font, C'est pour ça que je ne suis pas bon dans les networking et tous ces trucs-là. C'est que quand les gens m'emmerdent, je m'en vais. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est moi. Il est 13h45, Pierre est toujours avec nous. On n'est pas trop chiant, donc il nous aime bien, tout va bien. Alors, en revanche, je vais le mettre de mauvaise humeur. Il y a Catherine qui s'occupe du programme Move Lab de Via ID chez Station F, qui pose une question qui va te remettre bien les pieds en France, mais qui est intéressante parce qu'on nous la pose très souvent à nous aussi, qui est: est-ce que ton programme de 34 éléments est éligible au compte personnel de formation? Alors, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, j'en étais sûr. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que c'est possible. Je ne me suis pas posé la question. Non. Moi, la question que je me suis posée, c'est: je veux aider un entrepreneur. C'est pas combien ça coûte. Tu vois, c'est-à-dire que, très honnêtement, il y a des conseils que j'ai donnés à des gens qui leur ont sauvé des millions de dollars. D'accord ? C'est ça, moi, c'est mon truc, il est là. C'est: est-ce que je peux aider une boîte à ne pas mourir ou à réussir? Si je peux faire ça, ça vaut cher. Ça ne vaut pas le prix que ça coûte l'académie, je m'en fous finalement, ce n'est pas ça le sujet. Donc, est-ce que c'est éligible? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut l'être? Je ne sais pas. 34 éléments est une boîte américaine, donc je ne sais pas si c'est éligible avec des trucs français. Et honnêtement, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est: est-ce que je peux aider un entrepreneur à devenir meilleur? Ce n'est pas: est-ce que je peux lui faire gagner 100 € sur une formation. Je suis très cash, encore une fois, mais c'est vraiment ma conviction. Et si les gens ne sont pas prêts à payer le prix que je demande pour l'académie, il ne faut pas venir. Parce que vraiment, ce que je vous fais payer, c'est le prix d'une femme de ménage pour ce que je fais. Donc, il ne faut pas venir. Christophe Routiot, que tu connais, qui te dit: Pierre, tu nous avais habitués à des raisonnements en 3 points, avec 34 éléments, tu vas nous perdre. Oui, il a raison, Christophe. Salut, Christophe. Salut, non, Christophe, je ne vais pas vous perdre. Je n'avais pas vu qu'il était là. Je ne vais pas vous perdre parce qu'en fait, à la fin, il y a 3 trucs que je vous demande de faire. Ok, super. On a résumé. Une question de Warid qui est intéressante. Tu peux la poser directement parce que je ne voulais pas la lire. Oui, bien sûr. Bonjour, super pour l'exposé. Ma question, c'est un enthousiasme élevé à poursuivre son rêve. Est-ce que vous avez vu ou connu des gens qui progressent sur la fameuse résistance dont vous parliez, à résister aux variations de tension mauvaises ou bonnes? Oui, tu as raison, c'est une bonne question. Écoute, moi, je me rappelle une fois de ma première boîte, on avait 120 salariés et c'était pendant la première bulle Internet.
Et c'était un immense délire dans tous les côtés. Et à un moment donné, mes clients ne me payaient pas et je ne pouvais pas payer les gens. Et donc, j'étais à la fin du mois, j'avais 120 payroll à sortir et je n'avais pas les sous. Donc, tu dors mal la nuit. Donc, j'ai appelé 120 personnes perso en disant, les gars, je n'ai pas l'argent, je fais ce que je peux pour récupérer le pognon, mais je ne l'ai pas. Ça, c'est des moments de tension qui sont forts. Et je pense qu'on se forme, tu te crées une carapace. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, on est un peu, tu presses le nez, il y a le lait qui coule, c'est un peu logique. À la fin, on crée quand même une certaine carapace. C'est-à-dire que j'ai une capacité à prendre les emmerdements plus forte que toi parce que j'en ai eu plus. La question, c'est est-ce que tu peux les prendre? Est-ce que tu peux en apprendre quelque chose? Les emmerdements, c'est super utile. Mais c'est ta capacité à les prendre et à les absorber et à les intégrer, à les digérer, à les comprendre qui fera que tu te créeras une carapace. Cette carapace ne doit pas te rendre inhumain. Il faut continuer à aimer les gens, il faut continuer à rester humain. Mais il faut quand même te créer une carapace qui te protège. Et ça, avec le temps, tu peux le faire. Mais ça dépend de ta personnalité pour te répondre. Il y en a qui vont craquer, d'autres pas. Mais c'est dur, hein, c'est super dur. Tu as des moments dans la vie qui sont compliqués quand tu es entrepreneur. Merci beaucoup. Pierre, avant de peut-être te laisser reprendre le flambeau tout seul de ce petit rendez-vous, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour te rejoindre aujourd'hui? Si on est éligible, si on a bien compris qu'on était éligible, comment est-ce qu'on fait? Il y a un site, il y a une adresse. J'ai vu passer quelque chose qui est venu de la part de ton ami de The Camp, je crois, tout à l'heure dans le chat. Je crois Pachou, c'est ça, hein? Ouais, Pachou, c'est mon plus gros fan, donc c'est top. Voilà. 34 Il nous a envoyé un lien sur Facebook. Vidéo, ouais. Donc, oui, ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous allez sur 34éléments avec un s.com. Okay. C'est le site que j'ai fait. Il vaut ce qu'il vaut. S'il ne vous plaît pas, vous me le dites, parce que je ne suis pas un expert du design si vous ne me connaissez pas. Mais en tout cas, au bout du site, il y a un bouton qui s'appelle inscription et qui marche. C'est une typeform. Ça prend 10 minutes. Et la première académie commence le 27 avril. On a des super startups. J'ai vu qu'il y a Mehdi qui est là, qui est une des startups que je connais de The Refiners, qui est un gars génial et qui fait un truc génial. Donc, ça n'est une qui est là. Il y en a d'autres. Et donc, venez nous rejoindre. Ça sera la première, donc ça sera unique, quoi. Et voilà, donc oui, bien sûr, ce qui se passe, c'est que vous vous enregistrez, vous répondez aux 3 questions qu'on vous pose. Et après, j'organise un petit call ensemble de 15 minutes avec vous pour valider que ce que je sais faire vous rend service. Bon, il n'est pas question de faire un truc pour gagner 800 balles, vous l'avez compris. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la sortie de l'académie, vous dites c'était top, je suis un meilleur entrepreneur, je sais ce qui ne va pas ou ce qui va bien dans ma startup et j'ai un meilleur chemin vers le succès. Voilà. Donc, j'ai cette conversation de 15 minutes avec chacun d'entre vous et à partir de là, on décide ensemble de le faire ou pas. Si c'est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est 15 minutes très intenses et très cash. Préparez-vous. Non, c'est 15 minutes honnêtes en disant voilà ce que je sais faire. Honnête, oui. Est-ce que c'est ça tes expectations ou pas? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Et à partir du moment où on est d'accord sur oui, c'est ça que je veux faire, là, je vous montre le produit et tout ça, évidemment. Évidemment, et donc ça change, évidemment. Voilà. Je peux même vous montrer le produit d'ailleurs. Allez. Vous faire un share screen. Mais je n'ai pas le droit parce que je ne suis pas le host. Il faut que tu me donnes. Aïe. Je ne sais pas. Si ça, tu vois, ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit, nous, on envoie. Il n'y aura pas de replay. Il y aura un replay qui sera public, je veux dire. Et on vous enverra aussi à tous ceux qui ont assisté les liens et éventuellement des petits goodies de la part de Pierre, des bonnes lectures, des bons plans. Et comme il écrit sur des blogs ultra spécialisés, peut-être un accès à ces blogs secrets, hein, Pierre. Exactement. Si vous avez envie de continuer la réflexion. Donc là, vous voyez le produit, en fait, et les 34 éléments, ils sont juste là. Donc, je vous le montre rapidement, juste pour me faire plaisir. Et donc, et à la fin, vous avez un truc qui vous dit si vous êtes bon ou pas bon. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un vrai truc qui existe avec des centaines de documents qui viennent de l'intelligence collective. Beaucoup de gens qui ont écrit dans la Silicon Valley, qui sont des trucs qui vont vraiment vous intéresser, qui vous permettent de réfléchir à un autre niveau. Et moi, c'est ça mon taf, c'est ça, c'est de vous faire réfléchir à un autre niveau et de vous rendre plus stratégique et moins produit.